Bonjour et bienvenue sur Génération Afrique. Génération Afrique a pour but de changer les mentalités afro-caribéennes et d'informer. Nous sommes dans la rubrique politique au Congo-Brazzaville où le président Denis Sassou Nguesso a déclaré, je cite, « J'ai décidé de donner la parole directement au peuple afin qu'il se prononce sur le projet de loi énonçant les principes fondamentaux de la République, définissant les droits et devenir des citoyens. » Cette déclaration a déjà fait de grands débats au sein de la communauté congolaise, pour la plupart hostiles au référendum. Notre invité, donc, c'est M. Christian Walingo. M. Christian Walingo est secrétaire général du Nouveau Congo. M. Walingo possède donc une formation en sociologie politique. Donc, M. Walingo est avec nous donc sur le plateau à l'antenne pour pouvoir discuter donc de cette décision qu'a prise le président de la République. M. Christian Walingo, bonjour. Bonjour Madame Niali. Comment allez-vous aujourd'hui? Ça va bien Madame, un peu perturbé mais ça va. Alors, très bien, donc allons-y droit au but. Donc le référendum est annoncé. Qu'est-ce que vous en dites ça? Que pense le Nouveau Congo? D'abord je commencerai Madame, que personnellement d'abord avant de parler du Nouveau Congo, j'ai été abasourdi devant mon téléviseur en voyant le président Sassou se livrant à un parjure complètement irresponsable et méprisant vis-à-vis du peuple congolais. C'est un véritable déni de droit et de démocratie qu'a fait preuve le président Sassou. Donc, vous comprenez qu'au niveau du Nouveau Congo, ce n'est qu'un sentiment de déception. Nous sommes exaspérés de cette décision parjurielle du président de la République. Donc, nous nous opposons farouchement à cette démarche, comme je vous ai dit, responsable et parjurielle du président de la République. Mais alors, dites-moi, vous dites que vous êtes vraiment surpris, mais vous savez qu'il y a des articles de la Constitution qui confèrent donc au président de la République d'avoir cette option, donc d'avoir accès au référendum, notamment l'article 186 qui dit lorsqu'elle émane du président de la République, la proposition de révision doit être votée par les 2/3 du membre des deux chambres du Parlement, réunis en congrès après avis de conformité de la Cour constitutionnelle. Est-ce qu'on a des avis, est-ce que l'on sait si le Parlement est impliqué dans la décision, la déclaration que le président a prise? Ok, merci. Je crois que là, il y a un amalgame qu'il faut lever. Ce que je sais, ce que je crois et ce que je peux dire, c'est que le président Sassou a délibérément amalgamé les articles 86 et les articles 186 de la Constitution. D'accord. Pour aboutir à sa conclusion, c'est-à-dire Oui. à sa décision de convoquer le corps électoral. Alors, madame, que dit les articles 186 dont vous faites état? D'ailleurs, je commencerai d'abord par l'article 86 de la Constitution. Allez-y. Auquel le président a entremêlé avec le 186 dont vous parlez. Oui. L'article 86, dans son alinéa 1, que dit cet article? Cet article stipule que le président de la République peut, après consultation des présidents des deux chambres du Parlement, soumettre au référendum tout projet de loi portant sur l'organisation des pouvoirs publics. Et ça, si vous voyez bien dans le chapitre concerne de la révision de la Constitution. Oui. Le chapitre ne dit pas, c'est pas un chapitre sur le changement de la Constitution. Le chapitre, il est clair. Le chapitre, c'est un chapitre concernant vous voyez bien sur la Constitution, c'est de la révision, il s'agit de la révision de la Constitution. Donc, vous voyez bien, le président de la République, selon l'article 86, peut, après consultation des deux présidents des deux chambres du Parlement, peut soumettre au référendum tout projet de loi concernant l'organisation des pouvoirs publics. On parle de la révision. Donc, ça concerne l'organisation des pouvoirs publics, que eux, ils qualifient de, comment dire, une norme de évolution des institutions. Mais revenons maintenant sur l'article 186 dont vous parlez. Que dit l'article 186? Je dirais encore quoi? Sur l'article 86, d'abord, revenons sur ça, dans son dernier alinéa,
cet article dit il recueille avant de soumettre le projet au référendum l'avis du Conseil constitutionnel. C'est là où nous sommes basés pour sauter carrément à l'article 186. Que dit l'article 186? L'article 186 dit lorsqu'il émane donc le projet de loi du président de la République, le projet de révision est soumis directement au référendum après avis de conformité de la Cour constitutionnelle. Ça veut dire que c'est l'alinéa 2 de l'article 86 qui dit qu'il recueille avant de soumettre le projet au référendum de l'avis du Conseil constitutionnel. C'est le premier alinéa de l'article 86. Mais continuons toujours sur le même article 86, madame. Le deuxième alinéa, lorsqu'elle émane du Parlement, la proposition de révision doit être votée par les 2/3 des membres des 2 chambres du Parlement réunis en Congrès, après avis de conformité de la Cour constitutionnelle. Regardez maintenant en conclusion, que dit l'article 86? Dans les 2 cas, la révision n'est définitive qu'une fois approuvée par référendum. Dans les 2 cas, la révision n'est définitive qu'une fois approuvée par référendum. On parle de la révision, madame. D'accord. On parle pas du changement. Donc, la décision de convoquer le corps électoral par le président de la République est illégale. Ça n'obéit à aucune règle. Je vous dis, cette démarche, c'est une démarche... Ok, Monsieur Walengo, ok, parce que je comprends votre position. On a compris la position des opposants qui disent non au référendum. Par rapport à, vous êtes d'accord avec moi que ce que nous avons lu dans les articles, on voit que les points qui peuvent mettre du bémol à la décision du président de la République, c'est le Parlement et la Cour constitutionnelle. Ma question, c'est est-ce que vous savez quelle est l'opinion, le positionnement du Parlement ou même de la Cour constitutionnelle vis-à-vis de cette décision prise par le président de la République? Écoutez, madame, ça, c'est... On ne peut pas... Comment dire? Ça ne peut pas faire l'objet d'un débat. Pourquoi? Toutes les institutions qui sont mises en place au Congo actuellement, c'est des institutions issues de... Enfin, c'est des gens qui ont été nommés par le président de la République. Mais ici, moi, je ne m'appesantis pas sur le Parlement et sur la Cour constitutionnelle. La Cour constitutionnelle, vous avez vu, c'est un conglomérat de valets. Ils ont donné leur avis. Eux aussi, ils sont parjurés parce qu'ils ont trahi leur serment. Donc, comment dire, ce que vous me proposez, vous me parlez sur le Parlement. Le Parlement n'a pas parlé. Le président de la République est passé outre le Parlement. Mais là, que dit le chapitre? Madame, le chapitre concerne la révision et non le changement. On ne parle pas de changement de constitution dans la constitution de janvier 2002. On parle de la révision de la constitution. Personne ne parle du changement. Vous savez pourquoi on change, à quel moment on peut changer une constitution? Mais, madame, il y a plusieurs facteurs qui provoquent le changement d'une constitution, mais c'est des facteurs majeurs. Il faut qu'il y ait des secousses historiques. Il faut qu'il y ait des situations de crise graves. D'accord. Alors, bon, Monsieur Walengo, du coup, parce que là, on en est là. Là, on en est que le président souhaite faire un référendum. Donc, on peut décortiquer, si vous le souhaitez, la Constitution. Mais aujourd'hui, à cette heure, quelles sont les actions posées par le nouveau Congo pour permettre aux Congolais de sortir de cette crise? Puisque vous dites qu'on ne peut pas compter sur le Conseil constitutionnel, on ne peut pas compter sur l'Assemblée nationale. Sur quoi on peut compter pour sortir le peuple congolais de cette crise? Oui, c'est simple. Vous savez, le nouveau Congo, déjà, nous participons déjà dès cet après-midi, dès ce soir, à la manifestation avec les autres forces politiques au niveau de Paris. Nous avons convoqué notre Conseil des sages et notre Assemblée générale d'urgence pour traiter de cette question et pour prendre des décisions. D'ici la fin de la semaine, vous connaîtrez, il y aura une déclaration forte qui sera faite à ce propos. Donc, nous avons déjà mobilisé notre base au pays afin qu'ils soient vigilants et qu'ils attendent les directives qui viendront de la direction du parti et pour ainsi travailler en synergie avec d'autres forces politiques. Donc, nous ne citons pas la population à descendre dans la rue. Nous pensions que, nous continuons d'espérer que le président de la République et ses amis
enfin le pouvoir reviendra au bon sentiment, vu le contexte politique africain actuel, à de tels comportements au coup d'État, que ce soit constitutionnel, que ce soit armé, comme nous l'avons vu au Burkina Faso. Je crois que nos amis du pouvoir vont éviter de nous proposer une telle issue. Alors, justement, en parlant du Burkina Faso, donc on voit que le Burkina Faso fait bouger toute l'Afrique. Certains présidents s'y sont déplacés, c'est comme du Niger, du Bénin, le Tchad. On voit que l'Union africaine ainsi que la CEDEAO se sont impliqués dans les sanctions. Est-ce qu'on peut dire que c'est la fin de la France africaine? Écoutez, je ne dirais pas, je ne porterai pas un tel jugement, je ne tirerai pas une telle conclusion. Je dirais quand même qu'il y a quand même un certain un réveil au niveau des peuples africains de ne plus cautionner, de ne plus accepter la soumission des forces antidémocratiques et anti-africains. Donc, ce qui s'est passé au Burkina Faso, c'est le comportement malheureux que nous dénoncions tout le temps, de certains fils égarés, de certains officiers, de certains politiques égarés de l'Afrique, qui ne comprennent pas que les temps ont changé, qui ne voient pas l'évolution de mentalité et qui sont encore rétrogrades. Donc, je pense que dire que la France-Afrique est finie, je ne dirais pas comme ça. Je dirais que cela dépend aussi de la position de ceux qui sont aux responsabilités au niveau de l'Élysée. Donc, le président on voit quand même que Hollande a clairement dit qu'il était contre ce qui s'est passé, contre le putsch qui s'est passé au Burkina Faso. Donc, il manifeste apparemment pas soutenir le président Denis Sassou Nguesso. Donc, est-ce que la France commencerait à se retirer un peu de l'Afrique centrale? Non, du tout. Du tout, la France ne se retire pas de l'Afrique. Au contraire, la France, vous avez en France, des grands hommes d'État français disent que la démocratie s'arrête où commence l'intérêt de l'État. Donc l'État français ne suit que ses intérêts. Donc, si Hollande a tout intérêt de favoriser les démocraties qui s'émancipent aujourd'hui en Afrique, c'est parce que la France en tire aussi quelque chose derrière. Donc, nous félicitons la position du président Hollande quant à son comportement vis-à-vis des voyous qui essayent de retarder, de tirer vers le bas, de nous ramener à des époques anciennes de triste mémoire que nous avons oubliées. Je dis bravo à la France et qu'il continue comme ça. J'espère que la France comprendra davantage que l'Afrique a besoin aussi de s'émanciper. Alors, donc, on voit que excusez-moi de vous couper, que le gouvernement donc de transition Burkina Faso a eu un soutien donc de l'Union africaine ainsi que l'Union africaine qui a souvent été très calme dans les décisions africaines, mais aussi des autres pays africains. Est-ce que vous pensez que dans la crise qui se passe au Congo, il y aura des pays africains, des présidents africains qui s'impliqueraient? Écoutez, madame, je crois que je viens de le dire tout de suite là, que des comportements rétrogrades, que des Africains égarés sont toujours là et existent toujours. Certains présidents qui ne comprennent pas, qui n'arrivent pas à se mouvoir, qui n'arrivent pas à trouver leur place dans l'évolution démocratique actuelle, se livrent à de telles démarches que nous dénoncions. Donc, l'Union africaine, la CEDEAO a fait a contribué pour sa part au dénouement de la crise, burkinabé, avec le soutien de la communauté internationale et de la France, tant mieux. Mais nous espérions que cette même démarche, cette même pression qu'ils ont faite aux putschistes burkinabés se répercutera ou sera propagée sur l'ensemble de l'Afrique, ou dans des pays où des dictateurs, des despotes qui se livrent au déni de démocratie, au déni de droit, on ferait les frais. Voilà.
Alors là, donc quand même, il y a quand même beaucoup de choses qui se passent au Congo-Brazzaville, qui quand même devient une plaque tournante donc de l'Afrique. On voit donc qu'il y a eu le président du Bénin qui est passé au Congo. On voit eu Blaise Compaoré qui est passé au Congo. On sait aussi que le président a prêté de l'argent donc au gouvernement ivoirien. Est-ce que ce n'est pas une façon de se créer des alliés contre vous, les opposants qui êtes prêts à mettre entre guillemets le peuple dans la rue? Est-ce que vous avez vraiment une force devant ce président qui est maintenant bien entouré de présidents africains qui l'a aidé et soutenu? Je vais vous dire, madame, quant au président béninois Yahi Boni, il n'a pas le choix. Le seul rôle qu'il a aujourd'hui, c'est de jouer médiateur dans certaines crises d'Afrique. Mais il est le premier à déclarer qu'il ne se présenterait pas qu'il ne se présentera pas, aux prochaines élections dans son pays. Donc, je crois que la mission du président Yahi Boni, c'est de faire comprendre à ses homologues rétrogrades qui sont réfractaires au jeu démocratique que le contexte ne leur est pas favorable, c'est d'abdiquer. C'est tout simplement de rendre au peuple son impérium qu'ils détiennent malheureusement de manière fermée et avec les mains de fer. Donc le président Yahi Boni, je crois que son action, c'est une action qui va calmement, qui tout droit dans le sens de la médiation, c'est de faire comprendre comme je l'ai dit à ses amis de la démarche de la démocratie et de respecter les lois, respecter les règles du jeu. Alors là, il y a des combattants à Paris, donc vous qui êtes à Paris, qui se mobilisent. Il y a eu une vidéo qui circule donc sur Internet où il y a des combattants qui déclarent avoir intimidé la première dame lors d'un de ses séjours à Paris pour se faire soigner. Qu'est-ce que vous pensez de ce type d'action? Écoutez, madame, je vous ai dit tantôt, déjà dans l'émission précédente que j'ai faite avec vous, que je suis un défenseur de droit et que je ne cautionnerai jamais la violence d'où qu'elle vienne. Donc, je condamne toute violence, quelle qu'il soit, que ça vienne des combattants, que ça vienne des gens du pouvoir. Tout ce que je demanderai à ces jeunes, je comprends leur frustration, comme je le dis toujours, ils sont frustrés. Ils ont le droit de réclamer, de manifester, de revendiquer leurs droits. S'ils ont été victimes, comme je l'ai dit tantôt, vous avez été victime d'abus de droit, mais vous avez tous les moyens, vous avez tous vos armes juridiques qui vous permettent de vous constituer partie civile, simplement de porter plainte contre les gens auxquels vous reprochez ces faits graves à votre encontre. Ce que je dirais, je suis un peu partagé, mais ce qui est sûr, c'est que je condamne des actes de violence. Allez violenter Madame la Présidente, je ne suis pas tout à fait d'accord, je ne partage pas cette idée. Je conseillerais à mes jeunes frères de travailler, comme ils se disent indignés de la République, de dénoncer, d'éviter d'aller dans des excès qui leur feront tomber dans des infractions de droit commun et qui, par imprudence, pourra compromettre et pourra engager leur responsabilité pénale. Alors, donc, mais là, vous m'en parlez là lors de l'émission, c'est bien, mais est-ce que vous pensez que à cette heure, parce que là, il y a déjà le référendum qui est fait, c'est qu'une question de jours, si je ne me trompe, est-ce que vous pensez que vous, les opposants qui êtes déjà en France, vous êtes suffisamment solidaires pour parler d'une seule voix, pour avoir une force et vous faire entendre du président Denis Sassou Nguesso? On voit par exemple qu'en Guinée-Conakry, malgré que les opposants soient assez solidaires et que le chef de l'opposition donc tient tête donc devant tout le pays, on voit malgré cela que le président ne tient pas compte de leur avis. Excusez-moi, je cherche le nom du chef du parti, donc Cellou Dalein.
Donc, est-ce que vous pensez qu'on peut vous écouter alors qu'on voit déjà des disparités, des incompréhensions, l'un dit une chose, l'autre dit une chose, et puis là, face au référencement, vous pensez vraiment que ça se va vous écouter? Écoutez, madame, vous savez, nous avons combattu pendant longtemps la pensée unique. Et nous continuons toujours à combattre la pensée unique, que ce soit au niveau de l'opposition qu'au niveau du pouvoir. Je crois qu'au niveau de Paris, les volontés sont là. Les gens sont disposés à travailler en synergie pour un seul but, c'est pour le bien-être du peuple congolais, pour défendre le droit et pour défendre la Constitution. Je crois que sur ce point de vue, nous sommes tous d'accord que nous ne pouvons pas laisser quelqu'un marcher sur la Constitution, quelqu'un marcher sur les lois. Parce qu'en fait, cela dépend de l'avenir de notre pays. Donc, les opposants de quelques obédiences, que ce soit, sont tous, je crois, unis pour le moment pour défendre la Constitution, pour défendre le pays. Donc, ce qui s'est passé au Guinée contre le président Alpha Condé, vous savez que le président Alpha Condé, déjà, les conditions de son élection sont contestables jusqu'à aujourd'hui en Guinée. Donc, il tient son pouvoir sur le fil du rasoir. Donc, à tout moment, vous savez, il y a toujours des soubresauts, des coups d'État, dans son pays, le président Alpha Condé, je crois que ça c'est sa légitimité qui est carrément remise en cause. Donc ils ont eu un problème de fichier électoral qui n'a pas été fiable, mais j'ai entendu j'aurais appris qu'il aurait cédé, qu'il aurait accepté de revoir le fichier électoral. Donc les listes seront revues au niveau de ce pays. Alors donc là il y a des grosses sommes qui ont été de sujets de scandale pour la famille Nguesso. Donc est-ce que le nouveau Congo aurait un plan pour établir les finances congolaises si demain vous obtenez le pouvoir? Effectivement, madame. Nous devons tous, le nouveau Congo et et nos amis, les démocrates, si aujourd'hui nous sommes aux affaires, la première des choses, ce sera d'abord, comme nous prenons toujours, l'établissement d'un état de droit. Qui dit établissement d'un état de droit, ça veut dire quoi? Ça veut dire le respect des lois et le respect des pratiques. Je crois que les finances congolaises méritent... Allô? Oui, je vous entends. Vous m'entendez? Oui, mérite. Je dis les finances congolaises méritent une cure d'assainissement. Nous allons assainir ces finances publiques pour éviter des dérives du genre la gabégie financière, de la conclusion, le détournement des deniers publics auxquels nous assistons et que nous sommes témoins aujourd'hui, qui nous désolent bien sûr. Et c'est à cela que nous allons attaquer, c'est à quoi nous allons attaquer. Donc nous allons proposer des projets sur ce plan-là, des projets de redressement économique, de redressement financier. Donc nous avons beaucoup d'issues et beaucoup de projets dans le secteur des finances publiques et dans l'économie en général, madame. Je ne peux pas aller en détail ici, mais ce que je vais vous dire, sachez que la première des choses que nous allons faire, nous allons établir l'état de droit et qui nous mèneront justement à l'assainissement des finances publiques. Voilà. Alors donc certains Congolais qui sont restés au Congo pensent que les opposants de la diaspora sont des opposants qui parlent beaucoup et qui devraient plutôt rentrer au Congo sur le terrain. Qu'est-ce que vous leur répondez? Écoutez, je crois que ces idées saugrenues, je suis désolé pour ces gens qui pensent comme ça. Je suis un peu dur envers eux, c'est vrai, mais ils doivent savoir que leurs idées, leurs propositions est vraiment irresponsable et irréfléchie. Vous ne pouvez pas demander aux gens de rentrer dans vous pouvez pas demander aux gens de rentrer dans un mouroir. Voilà, vous ne pouvez pas parler au Congo, il n'y a pas de démocratie. Je prends en témoin le ministre de la communication de la RDC, le ministre Lambert Mende, pour les Congolais qui suivent la télé. Ce ministre, qu'est-ce qu'il a dit dernièrement à la télé? Il n'y a pas plus que 2 jours. En face d'une journaliste qui lui a posé une question sur les démissions au niveau de leur majorité. Vous savez ce que non, il n'y aurait pas de démocratie dans leur majorité. Vous savez ce que le ministre là a répondu à
à cette dame. Il dit, vous parlez comme ça et vous dites que nous ne sommes pas en démocratie. Traversez seulement le fleuve pendant 1 minute. Dites ça à la télé en face, dans la rive droite du fleuve Congo, et vous verrez ce qui vous adviendra, madame. Vous voyez, donc expérimentez ce que vous faites ce que vous faites ici à Kinshasa, de l'autre côté du fleuve, et vous verrez ce que vous adviendra. Vous voyez? Donc ça prouve l'État. Donc même les voisins savent que nous sommes sur une oppression. Donc nous sommes dans un climat, nous sommes dans un environnement de non démocratique. Donc nous sommes dans un environnement de torture. Vous pouvez faire la prison pour vos opinions. Vous pouvez même perdre votre vie juste par le simple fait d'apporter une opinion contraire. Donc, mais vous reconnaissez quand même que vous êtes à l'étranger, vous pouvez discuter aisément, tandis que eux, ils sont quand même plus proches du président, donc plus proches de la torture ou de la maltraitance. Ben, c'est pourquoi il faut féliciter ses compatriotes. Il faut féliciter les gens comme le ministre Mirata, le ministre Ndian, le camarade Marie Poulet, le ministre Parfait Kolela, le ministre Kombi. C'est des braves gars. Ils font face à ces comment dire, à ces turbulences, à ces tribulations. Il faut les féliciter. Donc, c'est pas du goût de tout le monde. Quand je vous cite le nom d'un ministre d'un pays étranger qui passe à la télé, qui fait une telle déclaration, mais c'est grave, nous devons en avoir honte pour notre pays. Madame, vous comprenez? Je vous dis, c'est pas une rumeur, mais je le dis, en connaissance de cause. J'engage ma responsabilité civile et pénale, là, en disant cela. Je peux faire l'objet d'une déclaration diffamatoire. Donc, c'est pour vous dire que c'est grave. Quand un ministre d'un pays étranger, d'un pays voisin, qui déclare comme ça sur votre pays, sur votre démocratie, ça veut dire qu'il y a danger dans la demeure, ça veut dire que c'est grave. Vous pouvez aller sur la RTNC, la dernière interview du ministre Mende sur la RTNC avec des journalistes en Lingala, c'est partout dans les réseaux sociaux, dans les sites des Congolais de la RDC, et vous verrez comment le ministre Mende a parlé sur notre pays. Voilà. Alors donc là, on arrive à la fin, c'était ma dernière question. Est-ce que vous avez un mot très brièvement à dire? Et, écoutez, moi j'appelle les gens au calme. J'appelle les Congolais à continuer à soutenir la démocratie, à respecter le droit. Et je demande au président de la République et à ses amis de comprendre que cette époque-là est révolue, où on peut se lever gardement de manière arrogante, de narguer tout un peuple. Donc, on ne peut pas marcher sur la loi. La constitution congolaise parle de la révision. Il parle de sa propre révision constitutionnelle. Le chapitre dit de la révision constitutionnelle. L'article 185, 186 ainsi de suite. Il ne parle pas du changement de la constitution. Le changement de la constitution se fait dans des conditions graves, des conditions de crise, de secousses historiques, de conditions de soubresaut, de conditions de danger, même pour la pérennité de la paix et de la vie, même de la nation. Donc, s'il faut s'inspirer de la France comme ils le faisaient avant, ça serait une jurisprudence pour eux, mais je leur dis que ça ne se fait pas. Toutes les constitutionnalistes du monde, vous ne les verrez jamais défendre une telle idée. Donc, tout le monde est unanime qu'on ne change pas une constitution sans un événement majeur qui puisse mettre en jeu les institutions, l'intégrité du territoire et la paix et le vivre ensemble. La cohésion sociale. Là, la cohésion sociale n'est pas menacée, le vivre ensemble n'est pas menacé, la paix n'est pas menacée, le pays n'est pas menacé, les institutions ne sont pas menacées. Mais pourquoi nous proposer une telle démarche? Je crois que le pouvoir a maintenant devant lui ses responsabilités et que je demande à tous ces partisans d'en tirer les conséquences et de faire marche arrière et d'éviter au pays une telle dérive. Voilà. C'est tout ce que je peux dire. Je souhaite, enfin. Merci. Je lance un appel aux Congolais, voilà, d'être unis, de se soutenir et de soutenir les institutions, de soutenir la loi, de soutenir les partis politiques, de soutenir même les dirigeants afin qu'ils reviennent à la raison. Vive le Congo, madame.
Très bien, donc merci M. Walengo. Donc c'était M. Walengo, secrétaire général donc du Parti de Nouveau Congo. Merci M. Walengo d'avoir donc participé à cette interview face aux déclarations du président Denis Sassou Nguesso sur le référendum. C'était Génération Afrique pour une Afrique qui se réveille. Merci Elia Gomez-Niali. Au revoir. La reconquête de notre identité n'est pas une guerre ouverte à toutes les entités. Nous voulons savoir d'où venons-nous et qui sommes-nous. Mama Africa, Mama Africa.